Tu veux te lancer dans le trading algorithmique mais tu sais pas vraiment par où commencer, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo je vais te présenter les grandes familles de stratégies de trading avec des exemples simples et concrets et je t'expliquerai leurs points faibles, leurs points forts et surtout pour qui elles sont faites. Allez, moi c'est Guillaume, je partage ma passion pour la finance quantitative, le trading algo sur cette chaîne YouTube et aujourd'hui on va démystifier des stratégies comme le market neutral, le momentum, l'arbitrage, le trading de volatilité et bien d'autres. Mais avant de plonger là-dedans, il faut déjà se demander en fait pourquoi on a besoin d'une stratégie. Donc une stratégie de trading, ça va surtout nous permettre de se demander pourquoi ça fonctionne. On voit trop souvent sur internet des backtests à gogo sur on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, plein d'indicateurs, plein de données, en espérant quelque chose qui marche et en fait on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça exploite comme phénomène et le problème de ça c'est que ça peut marcher sur le court terme ou par hasard, mais en fait on ne va pas savoir quand ça fonctionne plus. Si vous savez ce que vous faites, vous savez quelle stratégie vous utilisez, quand est-ce qu'elle est censée fonctionner, pas fonctionner, déjà, vous avez beaucoup plus de chances de réussir et quand elle ne marchera plus, vous allez pouvoir le détecter avant que votre compte il soit vide, on va dire quoi. Donc on va commencer par une stratégie que vous connaissez tous, à mon avis, c'est le momentum, le trend following. On va parier sur la poursuite du mouvement qui est souvent déjà bien lancé. Donc là, ça serait le prix, j'ai mis Moon pour les amateurs de crypto. Donc l'avantage du momentum, ça serait des gros gains dans des phases paraboliques, mais le problème c'est que dès qu'on va être en range, donc par exemple ici, si à chaque fois qu'il y a un départ, on prend un long, on achète ici, et à chaque fois on se fait rejeter, en fait là le portefeuille, si on a du momentum, il peut souffrir, donc pour ça il faut mettre des filtres, il faut faire attention, mais voilà, c'est vulnérable en range. Et vous savez, les mouvements, c'est quand même pas la majeure partie du mouvement. La plupart du temps, le marché il est en range. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un win rate qui est plutôt faible, mais avec des gains importants quand ça se réveille. Donc ça pourrait être une stratégie simple avec une régression linéaire où vous venez à chaque fois tracer des pentes glissantes sur le prix. Et avec la pente que vous avez, vous pouvez détecter quand est-ce que c'est positif pour prendre une position avec votre stop, etc. par exemple. Donc ensuite, on l'a vu, là on parlait de range, on va passer sur des stratégies de mean reversion qui sont le retour à la moyenne, qui justement, elles, sont plutôt conçues pour le range. Donc on va plutôt parier que la relation va revenir à la moyenne, ça peut être sur le prix ou d'autres relations, parce que des stratégies, il en existe beaucoup trop, mais dans notre cas, on va rester sur le prix, et on va détecter, par exemple par rapport à une moyenne mobile qui serait en bleu, dès qu'on a un excès du prix, on va plutôt chercher à shorter ou à sortir de position. Et une fois qu'on a un excès plutôt baissier, là on serait plutôt à l'achat. Donc là, vu que le marché est plus souvent en range, on va avoir souvent des petits gains réguliers. Et avec un super win rate, je sais pas, de 60 à 80%. Mais par contre, si on a du momentum, donc si d'un coup, je sais pas, le prix part comme ça, là si vous continuez de shorter, ça va mal se passer. Et c'est pour ça que dans les stratégies de retour à la moyenne, il faut faire super attention dès que cette relation commence à partir d'un coup. Il faut sortir et il ne faut pas que cette stratégie soit activée. Donc le profil de distribution des gains, ça nous donnerait quelque chose comme, je sais pas, ici on a 0, 10%, moins 10. On aurait en fait plein de petits gains ici. Mais par contre, de temps en temps, on aurait quelques trades à moins 10 qui peuvent venir. On va dire réduire tous les petits trades qu'on a eu gagnants si on ne gère pas ce type de scénario où d'un coup le prix part en momentum. Donc vous l'avez compris, l'avantage c'est en fait d'utiliser les deux, donc le retour à la moyenne et le momentum, pour que finalement en fait on puisse profiter de toutes les tendances de marché. Et la nuance elle va se faire en fait dans le changement de régime, qu'on passe de range en tendance ou de tendance en range. C'est facile à dire à l'oral, mais dans les chiffres, dans la réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Et sinon, ça serait trop facile, mais voilà. Je vous conseille d'utiliser les deux ensemble en tout cas. Ensuite, on va passer à d'autres stratégies, vous avez déjà entendu parler sûrement, qui sont dites market neutral. Si vous ne savez pas ce que c'est bêta, alpha, vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo dessus. Mais en gros, ça va être des stratégies qui vont être conçues pour ne pas dépendre du marché. On dit bêta 0. Donc leur gros avantage, c'est qu'on va être indépendant face au marché. Si vous avez, on va dire, une incapacité à subir les drawdowns ou que vous avez des clients institutionnels ou je ne sais quoi, qui ont besoin de petits gains réguliers, mais pas forcément de faire, je sais pas, du 100%, et surtout ils veulent éviter d'avoir des drawdowns importants, voilà, le market neutral, il y a plein de stratégies qui peuvent être intéressantes pour eux. L'inconvénient, ça va être plus complexe à construire.
et qui a souvent besoin d'un accès au futur ou aux options, vu qu'il va y avoir du short. Donc je vous ai pris un exemple, dans le market neutral, il y a un type de stratégie qui s'appelle le pair trading, où on va prendre deux actifs, donc par exemple l'actif rouge, l'actif bleu, on s'en fout de la classe d'actifs, hein. Et en dessous j'ai mis un peu le spread, la différence qu'il y a entre les deux. Donc le pair trading, l'idée ça va être d'exploiter la relation qui est entre une paire. Ici on voit, dès que l'actif rouge est vachement en dessous, donc le spread est négatif, on va long l'actif rouge et on va short l'actif bleu. Donc en fait on est long et short la même taille, donc ça fait que peu importe le sens du marché, on va être neutre. Et là on voit que la relation va revenir à 0, donc la position short elle aura rien gagné ou une petite perte, mais par contre la position longue elle aura fait un gain. Donc on vient exploiter ce spread là. Et à l'inverse, une fois que l'actif rouge est beaucoup plus cher que le bleu, on a le spread entre les deux actifs qui a dépassé un certain seuil, donc on va short l'actif rouge, on va long l'actif bleu, pareil, finalement l'actif bleu il n'a pas fait grand chose, il y a une petite perte, et le short sur l'actif rouge, lui a rapporté un gain. Donc on est venu trader le spread qui est entre la paire. Donc ça c'est un exemple de stratégie market neutral, et là le risque c'est que en fait cette relation, ce spread, d'un coup ils partent à une extrême, et que la relation n'existe plus. Donc il n'y a jamais de stratégie magique, il y a toujours un cas extrême dans toutes les stratégies qu'il faut surveiller. Mais voilà, une fois qu'on sait quel type de stratégie on fait, on connaît son point faible et on sait que c'est sur cet aspect-là qu'il faut mettre des filtres ou qu'il faut mesurer ou monitorer pour pas détruire son compte, quoi. Ensuite, on va avoir l'allocation de portefeuille. Donc ça va être une stratégie un peu moins rapide, entre guillemets, où on va ajuster des pondérations entre actifs dans un portefeuille selon une stratégie. Je pense que vous connaissez tous les portefeuilles 60-40, obligations, actions, il y en a à l'appel, j'ai envie de dire, des stratégies. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va avoir une diversification, on va dire, automatique, et on va pouvoir l'adapter à toutes les stratégies. Par exemple, le market neutral, vous pourriez avoir dans le portefeuille, on long, je sais pas, les 10 actifs qui ont le plus de momentum, et on short les 10 actifs qui ont le moins de momentum, donc un momentum négatif. Donc on serait à peu près neutre au marché, et on profite des actifs qui montent, tout en shortant les actifs qui baissent. Il y a du volatility targeting, où on va plutôt allouer, on va dire, peu de capital aux actifs qui ont une très forte volatilité, et allouer plus de capital aux actifs plus calmes. Donc voilà, c'est deux exemples de stratégie, mais il y en existe beaucoup. L'inconvénient, ça va être qu'on va avoir une réactivité plus lente, avec un rééquilibrage du portefeuille, je sais pas, ça peut être une fois par semaine, une fois par mois par exemple. Et bon, il y a toujours un risque de la stratégie, hein. Si on évalue mal la volatilité ou les actifs à longue ou les pondérations, bon, il n'y a rien de magique, hein. Ça peut faire mal. Ensuite, on va passer à l'arbitrage. Ça, vous connaissez sûrement tous, hein. On va profiter finalement d'écarts. Ça peut être de prix ou d'autres, on va le voir dans un exemple, hein, qui sont similaires pour générer un gain. Donc par exemple, on a un exchange, une plateforme où on a un asset qui cote à 4500 $, et sur une autre plateforme, ce même asset, il est à 5000 $. Voilà, c'est assez simple. On va acheter sur la plateforme à 4500 et on va revendre à 5000 $, et on a fait un profit net de 500 $, comme ça, sans rien faire, entre guillemets. Un autre exemple un peu moins parlant, ça peut être sur les fundings, donc dans les cryptos, sur les contrats perpétuels. Vous avez un mécanisme de funding rates où les longs payent les shorts ou les shorts payent les longs selon l'état du marché et la demande. Donc si par exemple, sur un exchange, on a un funding donc à 0,07, donc ça veut dire que les longs payent les shorts à ce prix-là, et sur un autre exchange, finalement, pareil, les longs doivent payer les shorts, mais beaucoup moins cher. Donc on pourrait se dire, en fait, sur cette plateforme, je passe short, comme ça je suis payé au 0,07% toutes les 8 heures par exemple sur Binance. Et sur l'autre plateforme, je suis long pour rester, on va dire, market neutral face au marché, mais là je paye moi 0,03. Donc finalement, j'ai un profit net toutes les 8 heures de 0,04. D'ailleurs, c'est pas des dollars, c'est des pourcents, de 0,04%. Donc là, bien sûr, les funding rates, ça évolue, hein, c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas si simple, mais c'est un autre exemple d'arbitrage, entre guillemets, entre deux plateformes. Et ouais, l'arbitrage, donc faible risque directionnel, hein, c'est quelque chose que vous avez directement, ça dépend pas d'une tendance, mais par contre, le problème, ça va être des opportunités qui peuvent être vite arbitrées, et une faible capacité, ça veut dire qu'il peut y avoir un arbitrage qui marche avec 10 000 $ par exemple, mais si d'un coup vous mettez 10 millions, l'arbitrage il marche plus. Les opportunités vite arbitrées, je vous ai mis un exemple ici par exemple
Sur les cryptos, on a le Bitcoin, donc ça c'est les funding rates. Et on voit par exemple si on était en 2021, bah, on pouvait avoir des funding rates qui montaient genre 10%. Et maintenant en fait on n'a plus grand chose. Donc que ça soit à la hausse ou à la baisse. Donc c'est le genre de choses qui peuvent changer dans le temps comme tout dans les marchés. Donc il faut pas partir sur une hypothèse, c'est X% où tout peut changer et tout varie. Donc voilà, soyez attentifs. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est drivé par des événements. On va réagir à des annonces, que ce soit les earnings, des changements de taux, des annonces de la Fed, des news sur les réseaux sociaux. Bon, là, c'est assez varié et exotique, hein. On peut vraiment tout faire. C'est vraiment un événement qui vient déclencher une prise de position. On peut avoir des réactions de marché qui peuvent être rapides et puissantes. Mais par contre, ça va être un peu plus dur à rendre systématique. D'autant plus sur les réseaux sociaux, vous ne pourrez pas avoir, je sais pas, 10 000 tweets de Elon Musk et regarder sur les 10 000 tweets en fonction du contexte, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et souvent sur les news en plus, beaucoup de gens cherchent ça, donc on va avoir des réactions entre guillemets illogiques, hein, parce que le marché fait sa loi, hein, il n'y a pas de logique ou non. Hein. Et surtout, ça peut être déjà pricé dans le prix. Donc moi, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais il y en a sûrement qui utilisent ça et ça doit fonctionner, mais ça reste une famille de stratégies. Ensuite, on va parler sur tout ce qui est trading de volatilité, donc c'est souvent dans les options. C'est pas quelque chose que je conseille hein, pour commencer, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Où là, finalement, on va plus chercher à trader le prix, savoir si ça monte ou ça descend, mais par exemple, on peut trader de combien il va bouger ou pas. On va trader la volatilité. Donc par exemple ici, on aurait en rouge et en vert deux scénarios, quoi, un baissier, un haussier. Mais en fait, on s'en fout du sens. Et par exemple, ici, on pourrait faire ce qu'on appelle un short strangle, où on va se dire qu'en fait, on va parier que la volatilité, que le prix ne va pas bouger, et donc on va gagner une prime. Dans cette période, par exemple, on aura fait un gain alors que le prix n'a pas bougé. Et à l'inverse, par exemple, à la fin d'une longue phase de compression, on pourrait faire du coup un long strangle, où là, on va chercher à parier que la volatilité va monter. Donc que le prix monte ou que le prix baisse, on va gagner une certaine somme d'argent. Et par contre, si le prix ne continuait de ranger, là on serait perdant alors que le prix n'a pas bougé. Donc c'est vraiment voilà, une façon différente de voir les choses qui est très intéressante. Et là je vous ai cité un exemple, mais dans les options il y en a à l'appel, hein, c'est un domaine à part de toute façon. Donc voilà, ça peut être plus simple à prédire que le prix. Il y a beaucoup d'approches comme je l'ai dit, mais par contre voilà, il y a une complexité technique et un risque asymétrique dès que vous vendez des options. C'est beaucoup plus dangereux que si vous êtes acheteur. Donc il faut faire super attention et voilà, faut vraiment maîtriser le truc et c'est une spécialisation qu'il faut faire. Voilà, c'est pas un truc à faire à la légère, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Et pour finir, on a le market making, où là, en fait, on va venir profiter du spread qui est entre le meilleur vendeur et le meilleur acheteur. Et on va placer des ordres passifs qui attendent hein, d'être achetés ou vendus par les acheteurs et les vendeurs. Et on va capturer voilà, cette petite différence entre le meilleur prix de chaque camp. Et voilà, là, on a des rendements plutôt stables, pas directionnels en fonction du prix. Et voilà, par contre, c'est un type de stratégie qui est très sensible aux paniques. Parce que le spread, c'est pas quelque chose de fixe. Vous pouvez le regarder, hein, dans les paniques, le spread va augmenter, parce que ça va être la prime de risque en fait. Si on vous vend, on va dire, à un certain prix et que d'un coup le marché gap très fort, en fait, celui qui fait le market making, il prend beaucoup de risques d'inventaire, on va dire, et ça peut être risqué pour lui. Donc le spread, c'est un peu la mesure du risque, si vous voulez utiliser ça dans vos stratégies. Un petit spread, c'est qu'il n'y a pas vraiment de risque de mouvement directionnel, il n'y a pas de panique. Et un gros spread, c'est qu'il y a un risque, il y a un premium du coup, qui est géré par le market making. Le market making, c'est pas recommandé à un particulier, hein. De toute façon, il faut une infrastructure, on va dire, professionnelle. Il faut de la rapidité, souvent, et tout ce qui est haute fréquence qui est là-dessus. Vous avez aussi des contrats de market maker quand c'est votre métier et que vous êtes en partenariat avec les plateformes. Ça vous impose hein, beaucoup de contraintes, hein, mais vous avez aussi des grosses réductions sur les frais. Parce que là, on est sur des petits trades avec le frais va vraiment être hyper important, alors que sur d'autres stratégies, beaucoup moins. Donc voilà, c'est intéressant de savoir que ça existe, parce que dans le market making, si vous savez comment fonctionnent les market makers, ça peut vous donner plein d'indications pour vous protéger, suivre ce qui se passe. Pas forcément pour le faire vous, mais rien que savoir comment fonctionnent
le spread et comment eux ils gèrent ça, c'est intéressant. Donc on a fait le tour des majeures familles de stratégies. Voilà, pour réussir, hein, moi je vais vous conseiller, comme dans beaucoup de métiers, hein, comme en médecine ou dans plein de métiers, il va falloir vous spécialiser. Parce que c'est un domaine vaste. Souvent, enfin sur cette chaîne, c'est pour du trader indépendant ou en petite équipe, donc on n'a pas 50 personnes doctorants avec nous, quoi. Donc même s'il y a l'IA aujourd'hui, on ne peut pas tout faire. Donc il va falloir vous spécialiser dans un type de produit, un type de stratégie, au moins pour commencer. Après, une fois que vous êtes à l'aise avec, vous maîtrisez une stratégie, une famille de stratégies, vous pouvez bouger et augmenter votre culture, on va dire. Et pour commencer, vous allez me dire, ok, quelle est la meilleure stratégie, parce que je veux bien commencer, mais par où je commence? Donc déjà, il faut savoir que la meilleure stratégie, elle n'existe pas, hein, comme on l'a vu. Hein, une stratégie, c'est un objectif et ça fonctionne dans un contexte de marché précis. Et c'est vraiment ça que vous devez comprendre pour chaque stratégie. Ça va vous créer une boîte à outils avec toutes ces stratégies. Vous savez laquelle utiliser quand et laquelle ne pas utiliser quand. Donc ça peut vous permettre de créer des filtres automatiques. Et pour commencer, moi je vais vous conseiller donc tout ce qui est momentum, suivi de tendance, le retour à la moyenne et tout ce qui est allocation de portefeuille. Donc dans l'allocation de portefeuille, vous avez plein de stratégies, dans le mean reversion aussi, momentum pareil. Et voilà, restez sur les produits spot, donc au comptant ou futur. Donc commencez pas à partir sur les options, sur des choses exotiques, ça viendra plus tard. Ça va être trop compliqué pour se lancer. Et ça marche déjà, donc pas la peine de chercher la complexité. Je sais pas quand tu regardes cette vidéo, mais j'ai prévu de faire une vidéo par type de stratégie et famille avec un exemple concret et un backtest. Ça sera fait ou pas fait quand tu regardes cette vidéo, donc ou c'est en description, ou alors n'hésite pas à t'abonner, ça va bientôt arriver. Et en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous.